Un objet archéologique trouvé au Congo bouleverse aujourd'hui toutes les conceptions du monde scientifique sur la naissance des sciences mathématiques. L'os d'Ishango, parce que c'est de là qu'il s'agit. Son dévoilement au public fit un événement planétaire qui a suscité l'intérêt de la presse internationale. Les confrères de la télévision belge nous racontent ici l'événement. La voici, cette réplique géante de l'os d'Ishango, inaugurée ce mercredi sur la place de la Monnaie à Bruxelles par le ministre bruxellois de la Recherche scientifique Benoît Serex pour encourager la jeune génération à étudier les sciences ou les technologies. Le véritable ossement mesure 10,2 cm de long. Ceci est donc un agrandissement, explique le mathématicien Dirk Heulebroek. Mais pour ma part, on aurait pu l'agrandir encore davantage, car c'est vraiment un vestige d'une importance symbolique capitale. L'ossement en question fut découvert en 1950 à l'est du Congo, dans la région d'Ishango. Il serait vieux de 22 000 ans et possède des encoches sur 3 faces. Par exemple, sur cette face, il y en a 11, 13, 17 et 19, soit un total de 60. On ne sait pas si ce sont les nombres premiers, mais c'est un beau hasard, explique le docteur Heulebroek. Mais à quoi servait cet ossement? Était-ce un calendrier, un jeu de calcul? L'explication est peut-être plus simple. C'est une table de calcul simple d'un peuple qui calcule en dizaines et douzaines. À l'heure actuelle encore, dans la région d'Afrique où l'os a été trouvé, les gens ne disent pas 17 mais 5 et 12. Et à la place de 19, ils disent 7 et 12. Ils utilisent donc 12 comme base, un peu comme nous qui comptons en douzaines. Autrefois, certaines personnes avaient attribué l'ossement à des extraterrestres. On n'a pas besoin de cet excès de fantaisie. Cela reste une trouvaille mathématique la plus ancienne de l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a 22 000 ans, que quelqu'un a fait une opération logique. L'os d'Ishango est exposé dans toute sa splendeur au musée des sciences naturelles à Bruxelles. Pour beaucoup de scientifiques interrogés sur l'événement, l'os d'Ishango est une preuve irréfutable que l'histoire du Congo, notre pays, est vieille de plus de 22 000 ans. Une histoire qui malheureusement n'est pas enseignée ni valorisée, elle est tout simplement ignorée. Pour certains, l'homme africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Je me demande de quel homme africain il parle ou de quelle histoire cela parle. En tout cas, si vous savez, dites-le moi. Pour ma part, c'est l'une des choses les plus dépourvues de sens que je n'ai jamais entendues. Pour ces mêmes gens et pour d'autres encore, le génie et la créativité de l'homme noir se réduisent à jouer le comédien de service ou ne servent qu'à égayer une audience derrière le petit ou le grand écran. Mes chers, sachez donc que l'Afrique noire est le berceau des sciences mathématiques et l'origine de toute civilisation, l'origine du développement de toute civilisation. N'en déplaise à la communauté internationale. Oui, vous avez bien compris, l'Afrique noire est le berceau des sciences mathématiques. Les traces de cette science remontant à bien plus longtemps que ce qui est admis, précisément des dizaines de milliers d'années avant notre ère. Les Africains, pratiquement depuis l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, parce qu'il faut dire que nous sommes malheureusement encore en néocolonisation, il ne faut pas se cacher, se voiler la face, on fait tout pour vous dire que vous n'avez jamais été, que vous n'avez jamais rien fait. Je vous montre ici, et quand vous dites qui a intérêt, mais celui qui vous domine a intérêt. Vous avez ici l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, c'est la démonstration mathématique la plus vieille du monde, 22 000 ans avant Jésus-Christ. Et elle est africaine. On a découvert ça en République démocratique du Congo. L'os d'Ishango. Alors, vous comprenez pourquoi on n'apprend pas ça dans les écoles? Pourquoi? Pourquoi on cache ça? Effectivement, il ne faut pas qu'on dise que ce sont les Africains qui sont que c'est l'Afrique qui est la mère de la science. Il ne faut pas qu'on dise ça. Il faut qu'on croie que c'est les autres. Et vous avez encore ici, vous comprenez, c'est grave. Regardez le fameux théorème de Pythagore. Le fameux théorème de Pythagore, n'est-ce pas, que nous apprenons tous à l'école. Le voici. 1300 ans avant la naissance de Pythagore. En Égypte. En Égypte africaine, en Égypte noire, pas Égypte arabe. Donc ça suffit la falsification. Ça suffit la falsification. Et cette falsification, parce qu'il ne faut pas que vous les Africains, on vous fasse comprendre que c'est vous qui avez enseigné les autres. Pythagore est venu apprendre en Afrique. Au niveau individuel, l'amnésie peut se réaliser de telle sorte que la personne devient incapable
de récupérer en mémoire ce qu'il vient de réaliser, ce qu'il vient d'apprendre, voilà, dans le temps présent, mais on appelle ça amnésie antérograde, mais il y a l'amnésie rétrograde qui porte sur les souvenirs des temps anciens. Alors, au niveau collectif, on parle de la mémoire collective, mais cette mémoire collective, elle est très importante et d'une génération à une autre, on doit avoir cette mémoire pour pouvoir vivre en fonction de la culture au temps passé et au temps actuel. Même si les gens font tout pour que nous puissions oublier, le problème fondamental, c'est celui des mécanismes par lesquels nous avons oublié. Et c'est cette question-là qui nous intéresse. Comment les choses se sont-elles passées pour que nous ayons oublié, pour que nous soyons déconnectés de notre histoire ancienne? C'est cette question qui nous préoccupe. Et vous savez que nous avons connu, dans le temps ancien, la culture orale. Et je pense qu'avec la culture orale, à un moment donné, avec les mouvements de l'histoire, avec les chocs de l'histoire, on peut perdre les éléments des temps anciens. Mais on sait aussi qu'il y a ce qu'on appelle épistémicide. Ça consiste, c'est comme si on tuait les connaissances dont les gens ont besoin pour être eux-mêmes, pour se retrouver par rapport à leur histoire. Cette question que vous soulevez là est en rapport avec les conséquences de traumatisme psychique. Quand on a été traumatisé à un moment donné de sa vie ou de l'histoire d'un peuple, il y a le phénomène de déconstruction, et la déconstruction, c'est pas la déconstruction des rapports à soi-même, la déconstruction des rapports à l'environnement, la déconstruction des rapports à la culture, des rapports à la loi, et on devient comme une autre personne après avoir subi les traumatismes psychiques. Donc il est bien possible que tous ces traumatismes que nous avons connus aient joué pour que nous puissions perdre la mémoire de notre histoire, d'autant plus que nous étions dans la tradition orale. Les anthropologues qui ont étudié la question disent que la religion de l'ancienne Égypte et des Cimères est une science exacte. Ils ont également établi la convergence entre la religion Congo, les Bukongo et cette science égyptienne. Alors que l'apport de la Grèce et de la Perse ont détruit la dite science. Les initiés comme Kimpavita et Simo Kimbangu évoluaient dans cette science en tant que point de convergence entre les Bukongo et le christianisme. Il y a dans la tradition kimbanguiste, depuis Kimbangu lui-même, tout un héritage scientifique, à travers, entre autres, l'écriture Mandombe. Il y a un aspect qui touche à la tradition, à l'héritage culturel africain, la vision spirituelle du monde, qui est aussi très intéressant, un aspect philosophique, une conception philosophique du monde qui est intéressante, et elle aussi recoupe l'aspect scientifique. Mais le thème fondamental, le thème central vraiment sur lequel je pense qu'on doit appuyer, puisqu'il est plus palpable, c'est le Mandombe lui-même. Et le Mandombe, c'est quoi plus? Alors, le Mandombe, c'est, dans sa perception, on va dire la plus simple, une écriture. C'est, pour la plupart des gens, un système d'écriture. Mais en réalité, ça va au-delà de l'écriture. Ce système d'écriture porte en lui-même les aspects fondamentaux de ce qui constitue notre monde, on va dire. C'est plus simple de l'expliquer ainsi. Pourquoi je dis ça? Cette écriture se fonde sur des principes qui reflètent les principes qui existent dans la nature. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, la transformation géométrique. C'est-à-dire qu'on part dans l'univers, dans le monde scientifique, dans le monde matériel, palpable, du point, qui est l'objet de dimension 0, la particule élémentaire, on va dire. En Mandombe, c'est aussi le point de départ. Cette particule élémentaire, qui en fait n'existe pas physiquement, puisqu'elle n'a pas de dimension, elle n'existe que par des paramètres mathématiques, tout comme en Mandombe aussi. C'est le Singini, le point de départ de tout. Donc ce point de départ va subir des transformations
sur l'effet de, en Mandombe, l'esprit et la main de la personne qui écrit, mais dans le monde réel, ça se transcrit comment? Ça se transcrit par un phénomène qu'on connaît bien en physique quantique, c'est l'effondrement de la fonction d'onde. C'est-à-dire, à la base, les particules, elles n'existent pas réellement en tant que telles. Ce sont des paramètres mathématiques qui ont une probabilité d'existence, elles n'ont pas de forme à proprement parler. Mais lorsqu'on va les observer, ou les faire interagir les unes avec les autres, leur appliquer une force, dès qu'il y a une conscience humaine qui vient s'y intéresser, à ce moment-là, les particules se matérialisent. Il y a des expériences assez connues dans le monde de la physique, l'expérience, par exemple, le phénomène de diffraction des photons. Il y a vraiment un ensemble d'expériences très intéressantes là-dessus, qui expliquent ces phénomènes, qui sont bien réels, puisqu'on les utilise aujourd'hui dans les appareils comme le GPS, qu'on l'utilise aussi dans ce qu'on recherche aujourd'hui à concevoir l'informatique, l'ordinateur quantique, qui sera l'ordinateur de demain. Ces phénomènes interviennent à énormément de niveaux. Alors, le Mandombe se fonde, en fait, il reflète ces mêmes principes. Comme je disais, on part du point, un objet de dimension 0 qui n'existe pas. On le fait subir des opérations de transformation géométrique. On lui applique en fait des transformations, translation, rotation, symétrie, exactement comme ça se passe dans le monde des particules. Si bien qu'on a une logique très similaire, quasiment identique, d'un côté et de l'autre. Pourquoi c'est important? Parce que ça fait du Mandombe un outil de compréhension et d'enseignement de choses qui paraissent aujourd'hui extrêmement complexes au reste du monde. Si on regarde dans le monde entier, il y a très peu de personnes qui ont un parcours en sciences physiques, en physique fondamentale, capables de comprendre déjà la théorie de la physique quantique. C'est quelque chose qui dépasse énormément de gens. Mais il y a encore moins de personnes capables aujourd'hui d'en tirer des applications concrètes, notamment dans le champ des nouveaux matériaux, je pense aux supraconducteurs, ou bien encore de l'informatique quantique. Ce sont des choses totalement nouvelles que les gens maîtrisent. Il y a un lien très fort entre les deux, pour la simple raison que les perspectives sont quasiment les mêmes. La différence fondamentale avec je dirais, ce qu'on appelle le monde occidental, la vision qui domine aujourd'hui en Occident, parce qu'il y a un ensemble de visions qui ont été en concurrence au fil des siècles. Aujourd'hui, la vision qui domine les sciences en Occident, de manière générale, c'est une vision essentiellement matérielle des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a que la matière qui existe et tous les phénomènes ont une causalité observable, quantifiable. C'est une chose. Dans notre monde à nous, c'est un peu différent. Dans notre culture, on est, je dirais, à la fois dans la physique quantique, oui, mais on est même un peu au-delà de ça. Pourquoi je dis ça? Parce que la physique quantique, en fait, elle désarçonne, en fait, elle déstabilise les Occidentaux parce qu'elle les oblige à accepter le fait que la conscience puisse agir sur la matière. Ça, c'est une chose. Mais de leur point de vue, il y a toujours cette notion, est-ce que c'est la conscience elle-même qui produit la matière? Est-ce que c'est la matière qui produit la conscience? Ainsi de suite. Dans notre patrimoine à nous, c'est différent. On est dans une perspective où, en réalité, le monde extérieur n'existe pas vraiment en tant que tel. Il est produit par notre esprit. Et ça, c'est le point qui, je pense, dépasse un petit peu le cadre de la physique quantique, qui ne va pas si loin dans son approche, dans son rapport au monde. En fait, si je devais prendre une analogie de notre perception culturelle, traditionnelle des choses, du monde tel qui nous entoure, on est plus dans le cadre d'une sorte de simulation, on va dire. Une simulation comme une sorte de jeu vidéo. Et cette simulation, nous la vivons, évidemment, nous l'expérimentons, mais dans le cadre de cette perception des choses, à la fois l'univers et nous-mêmes évoluons. Les lois qui régissent l'univers évoluent aussi perpétuellement. L'univers a une sorte de conscience, il apprend. Chez nous, on dit que tout objet a une sorte de conscience, on appelle ça l'esprit, mais qu'il y a une forme de conscience dans les objets. Ça paraît complètement fou à la plupart des gens, mais dans le monde scientifique, c'est une chose qui devient de plus en plus acceptée. Dernièrement, je lisais un article de Microsoft qui expliquait que, de leur point de vue, ils s'interrogent si le monde n'est pas simulé, justement. Ils se rendent compte qu'il y a, en fait, une manière d'observer une évolution des lois de l'univers. Alors qu'aujourd'hui, le monde scientifique dans l'ensemble est dans une idée où les lois fondamentales de la nature n'évoluent pas. Elles sont statiques, fixées à un instant T. Or, dans la vision purement africaine des choses, c'est pas comme ça que les choses sont faites. Il y a des lois, des règles, mais qui évoluent. Chez nous, on dit que l'esprit est une dynamique.
Quand on parle de MPV, c'est l'esprit en Kikongo par exemple, mais dans toutes nos langues, il y a la notion de dynamique, de vie, de progression, de changement. On n'est pas dans une notion de quelque chose de purement statique et purement abstrait. Et la distinction entre le matériel et le spirituel n'existe pas tant que ça en fait. La matière, c'est un produit vraiment de l'esprit chez nous. Donc c'est dans ce sens-là qu'on se distingue vraiment vis-à-vis de la vision occidentale. La cosmogonie négro-africaine est la colonne vertébrale de toute la technologie égyptienne qui ne cesse d'éblouir le monde scientifique jusqu'à nos jours. Cheikh Anta Diop a utilisé la preuve de la mélanine pour démontrer la parenté de l'Égypte avec l'Afrique subsaharienne, alors que Théophile Obenga a utilisé la preuve linguistique. Bon, Cheikh Anta Diop a fait l'histoire. L'histoire est vérifiable, elle est documentée. Il faut que j'ai des documents. Il faut que j'ai des documents authentiques, vérifiables, et j'exploite ces documents avec la méthode historique. Et on écrit ensuite l'histoire. Donc chacun a les mêmes documents, chacun a la même information, mais l'interprétation peut varier selon les tempéraments, selon la culture, et puis l'objet qu'on cherche. Bon, maintenant, la documentation existe. L'Égypte antique a une documentation qui existe, accessible à tout savant, à tout connaisseur. L'histoire de Baloubé existe, l'histoire de Bakoubé existe. Même les Vantino étudiaient ça. Ils sont pas, les Tordais ont étudié ça, ce n'est pas des Africains. Donc l'histoire existe. Alors, qu'on questionne donc cette histoire et qu'on voit ce qu'il en est. Cheikh Anta Diop a questionné les archives de l'histoire africaine. Il a trouvé que l'Égypte antique, la civilisation des pharaons qui ont bâti la pyramide, fait des momies et construit ce que nous voyons, qui ont fait les hiéroglyphes, ça a été fait par des Noirs africains, des Noirs comme nous, des Noirs, qui vivaient sur la vallée du Nil, la basse vallée du Nil, au nord du Soudan actuel, qu'on appelait à l'époque la Nubie ou l'Éthiopie. Voilà, c'est fait. Mais est-ce qu'il est le seul à le dire? Hein? Non. Bon, les Égyptiens ont vécu tout seuls. Non, ils ont vécu, les Blancs étaient là-bas. Hérodote était un Blanc grec. Il était en Égypte. Il a vu les Égyptiens et tant d'autres. Donc, ce n'était pas fermé. Hérodote, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai été en Égypte, j'ai voyagé, j'ai été dans les marchés, j'ai été dans leurs temples, j'ai vu de mes yeux. Mais c'est des gens qui sont noirs. Non seulement noirs, ils ont la peau noire. Si tu es sur le continent africain, tu as le peau noire et les cheveux crépus. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut encore pour être noir? Ça ne suffit pas, non? Tu as les cheveux crépus qu'ils appellent olitrikès en grec, les cheveux tournant en tire-bouchon. Parce que si tu prends mon cheveu, tu mets sur la table, le cheveu est contourné. Si tu prends le cheveu d'un blanc, tu le mets sur la table, il est tout droit. Il n'est pas tourné comme un tire-bouchon. C'est ce qu'on appelle olitrikès en grec. Donc ils ont les cheveux contournés, crépus. Bon, ensuite, ils ont la peau noire. C'était mélas croès. Croès, c'est la peau. Et mélas veut dire noir. Le mot le plus fort en grec pour dire noir, c'est mélas. Donc, ils ont la peau très noire, noircie, ils sont noirs. Alors, quand tu es en Afrique, tu as la peau noire, tu as les cheveux crépus. Bon, même les nez épatés, les lèvres lipues, qu'est-ce qu'il faut encore d'autre? Ça ne suffit pas pour devenir anthropologie. Ça suffit. Bon, non content, non seulement, ils n'ont pas contesté Hérodote, personne ne conteste. C'est un témoin oculaire. Ça se comprend aussi. Si tu colonises quelqu'un, si tu en fais un esclave, bon, il ne faut pas le reconnaître comme un être humain. Donc l'esclavage, l'esclave, pendant la traite négrière qui a duré 5000 ans, la traite négrière. Donc il n'y avait pas de droits, les fameux droits humains, il n'y en avait pas. On pouvait te pendre sans jugement. Tu as volé un petit fromage, le maître te pendait après avoir été au temple, hein, il te pendait. Il n'y avait pas de jugement, tu étais poursuivi par des chiens. C'était tout. Donc l'esclave n'avait aucun droit. Et le noir n'avait aucun droit. Donc on ne peut pas lui dire quand même c'est lui qui a qui a fait la civilisation, qui a bâti les pyramides. C'est un non-sens. Il faut barrer cette affaire-là. Il n'est rien du tout. Il nous doit tout. C'est un sauvage, il est primitif, sa mentalité, il est sauvage, il n'est pas évolué, il est ceci, cela. Et il est convaincu lui-même. Donc il prend Mondela Nzambe, il prend le blanc comme un dieu. Parce qu'il a été, il faut le détruire psychologiquement, mentalement, pour en faire cet esclavage. Il est mort. Le barbare, c'est le nègre, c'est le noir. Les autres Européens, ils ne sont pas barbares. Même quand ils vous mettent sous les cales, quand ils vous coupent les bras après ne pas avoir payé l'impôt, quand ils vous font... Ça, non, ils ne sont pas... ça, c'est la civilisation.
Mais toi qui n'as coupé les bras à personne, qui respecte la civilisation, l'humanité, la vie, c'est toi le barbare. Ils ont renversé les valeurs pour coloniser. Bon, mais ça, c'est le temps, c'est l'histoire est passée. Ça, on ne pleure pas sur ça. Et c'est la vie qui compte. On vit encore, on est vivant, on a des pays, on a des pouvoirs politiques organisés, on a des États indépendants, souveraineté internationale. À nous d'organiser maintenant notre vie. Les Égyptiens eux-mêmes, au cours du temps, ils n'arrivaient plus à faire des pyramides. Ils avaient perdu la science des pyramides. C'est dans leur texte, c'est écrit noir sur blanc. Si vous lisez les hiéroglyphes, c'est dit que, mais comment ils ont fait les ancêtres? Comment ils ont pu bâtir les pyramides? Maintenant, ils faisaient quoi? Ils partaient sur une colline qui était élevée, et sous la colline, ils faisaient maintenant les tombeaux. Et la colline naturelle représentait la pyramide. Ils n'étaient incapables de faire la pyramide, ils se plaignaient eux-mêmes. C'est une technique qu'on ne comprend pas aussi. Hein? Même l'ordinateur aujourd'hui ne comprend pas. Parce que les pyramides, c'est les pierres sur les pierres, c'est une montagne, il n'y a pas de ciment. Aujourd'hui, quand je mets une brique, je mets le ciment, je mets une autre brique, je mets une autre brique. Là-bas, c'est les briques qui sont posées les unes sur les autres sans ciment. Et c'est bien taillé. C'est la taille de la pierre, bien taillée. Il faut la mesure, il faut le poids de la pierre. Il faut superposer, savoir, il faut que ça soit strict. C'est une grande mathématique extraordinaire. Aujourd'hui, on a fait avec les ordinateurs modernes, on n'arrive pas à comprendre. Oui, il y a beaucoup de théories sur les pyramides, les francs-maçons en font, les réseaux, tout le monde en fait, l'ésotérisme, etc. Ouais. Mais personne n'arrive à comprendre comment on a fait les pyramides. Ceux qui comptaient ne sont pas linguistes comparés, ils ne savent rien de la linguistique comparée. Ils ne savent rien d'aucune langue africaine, ils ne parlent, aucune langue africaine. Ils contestent, ils n'ont jamais été même en Afrique, ils ne connaissent pas la culture africaine. Ils contestent par racisme, c'est tout. C'est un gros paquet de racistes qui sont contre l'Afrique. Bon, parlons un peu bien. Cheikh Anta Diop écrit en 1954. En 1974, il y a eu le colloque. Donc 20 ans après, on voulait le débat, non? Bon, le débat a eu lieu. Il y a eu l'un des meilleurs égyptologues de la Suède, le professeur Soderberg, il était là. C'est l'un des meilleurs. Il y a eu des professeurs allemands qui dirigeaient l'Institut allemand du Caire. Il était présent. Il y a eu les Autrichiens, Kakosi, c'est un grand savant. Hein? Il y a eu Calgary, les gars du Canada, le lycée de Calgary du Canada. Il était là. Il y a eu les gens de Princeton. C'est l'une des meilleures universités au monde, aux États-Unis. Une dame, Madame Jacquet Cordan, elle était là. Bon, il y a eu la crème de l'égyptologie française. On ne peut pas faire mieux que le clan. Il est membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, professeur au Collège de France et membre de l'Institut. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. C'est le sommet des sommets. On ne peut pas faire mieux qu'un professeur au Collège de France. Le clan était là-bas. Bon. Il y a eu Sonoron. Sonoron, il a reçu toutes les médailles. Il est l'égyptologue français, mais de loin le meilleur, de loin dans le monde, de loin, de loin, de loin. Il a publié tout le temple d'Edfou. C'est lui qui a fait ça. Et tu as celui qui a fait la papyrologie à Lille, c'est le professeur Vercouter. Mais qui peut concurrencer au point de vue papyrologie avec Vercouter? Il n'y a personne. Ils étaient présents. Ils étaient présents au Caire. Hein? Donc il y a eu des Italiens, il y a eu les Égyptiens eux-mêmes qui venaient d'Alexandrie, du Caire. Le doyen d'Alexandrie était là. Il y a eu les gars du Soudan, le lycée du Soudan de Khartoum. Le professeur Abdallah était là. Hein? Il y avait Cheikh Anta Diop, venait du Sénégal. Moi, j'ai accompagné Cheikh Anta Diop. Donc, c'était la crème, ce n'était pas des débutants. C'est des gens qui connaissaient le mérotique, comme le clan, qui connaissaient l'épigraphie, qui connaissaient la grammaire, qui connaissaient la linguistique, qui connaissaient l'archéologie égyptienne, qui n'ont fait que ça, qui connaissaient tous les textes de l'Égypte antique, tous sans exception. Donc, c'est quand même pas des enfants, ils étaient là. On a dit, bon, cette Égypte antique, géographiquement, ça appartient à quel continent? Ce n'est pas l'Asie ou la Méditerranée ou des choses comme ça. Ça appartient, c'est la vallée du Nil. Le même Nil qui commande chez toi dans les collines des Grands Lacs là-bas. Le même Nil qui va jusqu'à la Méditerranée. C'était un fleuve africain. Et c'était la basse vallée du Nil. Donc ils ont bâti là-bas, ces noirs là. Comme il y a la haute vallée du Nil aussi. C'est un fleuve africain dont la température, les fluctuations, le flux dépend aussi des pluies qui tombent en Ouganda ou au Rwanda ou dans les 1000 collines. Voilà. Donc c'est un continent, comment dire, géographiquement, c'est l'Afrique de l'Est, l'Afrique orientale. C'est sur l'Afrique orientale, sur le continent africain, le continent noir africain.
Ce n'est pas ailleurs. L'Égypte antique est sur le continent africain. Ce n'est pas le truc de Méditerranée ou de l'Asie ou l'Orient. Quel Orient? L'Orient n'a pas de géographie. Quel est le continent de l'Orient? Quel est l'Orient? Ou bien on est Asie, ou on est Européen, ou on est Africain? Quel Orient là? Voilà. On a trompé les gens comme ça. La Méditerranée. Mais quelle Méditerranée? C'est qui est là, la Méditerranée? C'est le commerce, c'est un fleuve. Ce n'est pas une géographie, le pays, etc. Donc c'est le continent africain. Parlons des continents. Parce que les pays appartiennent à des continents. Bon, maintenant, ces hommes-là étaient des noirs, des métis, des blancs, des mulâtres ou des quoi. Bon, moi je te donne un fait simplement. L'université de Liverpool et l'université de Manchester, ils ont prélevé la peau des momies indépendamment pour étudier le taux de la mélanine en Angleterre, Liverpool et Manchester. On a étudié ça indépendamment. Et on a publié ce rapport, il est caché secret. Moi, je l'ai trouvé dans une bibliothèque américaine à Berkeley. Alors, que dit ce rapport-là? Le rapport dit qu'on a trouvé des échantillons, des momies pharaoniques aussi, des rois aussi, et des momies ordinaires aussi. Bon, on a fait les tests de mélanine. Conclusion en anglais. Ils n'ont pas dit dark. It's dark, it's black. The skin is very black. C'est-à-dire que c'était des noirs, même pas bruns, même pas chocolat, même pas jaune ou jaunâtre. C'était des blacks, des noirs. Le rapport de Liverpool confirme le rapport de Manchester, indépendamment. Ils ont le même résultat, avec les mêmes échantillons. Mais ils ont travaillé indépendamment. C'est eux qui ont fait ça. Ça, c'est qu'un noir n'a fait ça. Le Cheikh aussi a fait ça à Dakar. Il a invité le professeur Moni à voir. Le professeur Moni qui contestait a vu. Et quelle était sa réponse? Il s'est tué après. C'est comme ça qu'ils sont nés. C'est-à-dire, je vois la vérité, mais je me tais. Un tas de questions intriguent toujours les scientifiques sur le mode de vie des Égyptiens anciens. Pour le professeur Kiatezoa, qui a mené des recherches sur la cosmogonie négro-africaine, on ne peut pas expliquer l'Égypte antique dans un paradigme occidental. Ton professeur d'histoire t'a sûrement raconté la même théorie qui a longtemps été considérée comme officielle. Des centaines d'Égyptiens auraient porté des blocs énormes de pierres calcaires et de granit jusqu'à Gizeh. Le chantier était en effet gigantesque. La pyramide du roi Khufu est restée la plus grande structure sur Terre, créée par la main de l'homme durant 3800 ans. 2,3 millions de blocs de pierre mis bout à bout de manière si précise que même un cheveu ne pouvait pas passer entre deux blocs. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais il y a mieux encore. La grande pyramide était initialement recouverte de calcaire poli, ce qui reflétait la lumière et la faisait briller comme une étoile. La lumière était si puissante qu'on pouvait la voir depuis la Lune. Malheureusement, ces pierres ne sont plus visibles à cause d'un tremblement de terre qui a eu lieu au 14e siècle. On peut tout juste imaginer combien c'était beau. La pyramide était aussi unique grâce à ses couloirs intérieurs allant de bas en haut, contrairement aux autres pyramides. Quoi d'autre? C'est la seule pyramide en Égypte qui ait 8 côtés. Elle s'alignait avec les étoiles dans la ceinture d'Orion et pointait vers l'étoile polaire Alpha Draconis. Enfin, c'est la construction la plus symétrique jamais bâtie, pointant en direction du nord. Elle est située exactement au centre de la masse terrestre. Les parallèles et méridiens qui traversent la Terre ne se rejoignent qu'à 2 endroits sur Terre. Dans le bleu profond de l'océan et à l'emplacement exact de la Grande Pyramide. N'est-ce pas un endroit parfait pour construire quelque chose de monumental? Tout cela prouve que les bâtisseurs de la Grande Pyramide étaient des génies. Certains scientifiques qui ont vécu quelques siècles après eux et certains contemporains refusent toujours de croire que les anciennes civilisations étaient si intelligentes et douées. D'où les nombreuses théories. Pourquoi et comment a-t-elle été construite? Tu as sûrement entendu certaines personnes dire que les extraterrestres ont joué un rôle. Après tout, beaucoup de sites sur Terre, comme Stonehenge, Teotihuacan et l'île de Pâques, sont trop précis et trop bien réalisés pour être la création de l'homme à l'époque de leur construction. Donc, quelqu'un a juste décidé qu'il devait venir d'une autre planète. Pour le professeur Kiatezoa, la cosmogonie négro-africaine de l'Égypte antique est une science exacte. D'après lui, les pyramides ont été construites par une technologie utilisant le mental.
Le mental est utilisé jusqu'à nos jours en Afrique pour les transports et la communication. Le concept de culture, c'est un concept difficile à définir. Le spécialiste de la culture dénombre 250 définitions de la culture. Mais pour ce qui est de la relation entre culture et santé mentale, nous avons quelques définitions qui peuvent nous aider à répondre à votre question. Vous savez, la culture a deux fonctions. Si nous nous mettons dans l'approche de la psychologie culturelle, la culture a deux fonctions. Il y a la fonction matérielle, la fonction instrumentale qui consiste à produire les biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie individuelle et de la vie collective. Et pour ça, il faut développer la science et la technologie. Et la deuxième fonction de la culture, c'est une fonction ontologique qui consiste en fait à transformer les individus humains en personnes humaines grâce à d'autres personnes, grâce aux éléments de la culture, le mœurs, les coutumes, les habitudes, le savoir, les connaissances, les croyances, ainsi de suite. Alors, quand vous considérez ces deux cultures telles qu'elle est perçue en psychologie culturelle, vous vous rendez compte que s'attaquer aux coutumes, s'attaquer aux croyances de base d'un peuple entraîne la destruction anthropologique de ce peuple. Et que le vrai développement, c'est un développement qui part des éléments de la culture d'un peuple. Donc, on ne peut pas apprendre une science qui conduit au développement si cette science-là n'est pas rattachée à la culture de base qui définit le comportement, qui détermine le comportement, le mode de pensée d'un peuple. Donc le développement scientifique, nous en avons besoin, mais pour qu'un développement scientifique puisse contribuer au développement d'une contrée donnée, il faudrait que cette science-là ait un lien avec la culture de ce peuple qui est soumis au processus de développement par la science. Est-ce que vous pouvez m'affirmer que Simon Kimbangu connaissait tout ça? Bon, c'est plutôt évident dans l'ensemble de ces enseignements en réalité, puisque un de ses principes premiers, c'est ça, c'est que l'existence humaine, c'est une expérience qui est en fait, comment il le disait, virtuelle, on va dire. C'est vraiment le terme qu'on pourrait employer pour traduire. Il présente l'existence humaine comme quelque chose de virtuel. Exister en tant que personne humaine, c'est quasiment comme ne pas exister. Enfin, vivre en tout cas matériellement. C'est-à-dire qu'on vit mais virtuellement. C'est déjà en soi, c'est une vision des choses qui va très profondément et très loin dans l'interprétation scientifique. Il y a vraiment matière à rechercher là-dedans. Et lorsqu'il explique encore que dans les caractères fondamentaux du Mandombe, il y a les fondements, les graines pour produire tout ce dont on a besoin matériellement, c'est-à-dire que depuis deux éléments fondamentaux qui finalement naissent dans notre esprit, on peut produire des objets matériels à l'infini, et ce qui est un fait, ce qu'on pourra démontrer après. Je pense qu'il y a vraiment, effectivement, tous ces aspects-là qui sont plus que maîtrisés, puisque c'est lui qui les a enseignés, à proprement parler. Je voudrais mentionner qu'il nous faudrait, par rapport à ce discours, développer ce qu'on appelle des connaissances qui doivent être des connaissances ésotériques, c'est-à-dire des connaissances attachées à nous-mêmes, attachées à notre propre histoire, développées à partir de notre propre histoire, bien sûr tout en empruntant les éléments de l'histoire des autres. Les Belges se sont appropriés de cet élément de notre histoire ancienne dans le contexte que nous connaissons. Mais maintenant que les choses ont changé, je pense qu'on devrait nous restituer ce qui est propre à notre culture. Ça permet aux générations actuelles de se ressourcer dans ces éléments anciens de notre histoire et nous en avons besoin. Donc, on n'a pas un procès à faire aux Belges, ils l'ont fait dans les circonstances qui sont connues. Maintenant que le monde a évolué, ils n'ont qu'à nous restituer ce qui est à nous, ou néanmoins commencer par reconnaître que c'est venu de chez nous et que c'est lié à notre histoire.
Le kimbanguisme, comme le dit le nom, dans la langue Congo, kimbangu qui veut dire révéler. Le kimbanguisme, c'est la religion qui provient de l'enseignement de Simon Kimbangu, du christianisme par Papa Simon Kimbangu, qui a révélé beaucoup de choses, comme c'était prévu par Jésus-Christ, qu'il nous enverrait un autre consolateur qui viendrait nous parler de ce que lui n'avait pas parlé. Il a révélé beaucoup de choses, par exemple que la première créature de Dieu, c'était l'homme noir. C'est lui qui a été créé au Jardin d'Éden, c'est l'homme noir, et que nous avons perdu notre liaison avec les Tout-Puissants, et qu'il fallait nous remettre dans nos conditions d'antan pour que nous puissions regagner le paradis terrestre qui est le programme de son agenda, comme même Jésus-Christ l'avait dit. Je peux l'affirmer par exemple dans sa prière de notre Père, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, puisque cette volonté-là se faisait, mais aujourd'hui ça ne se fait plus, puisqu'il y a beaucoup de puissances maléfiques qui ont dominé le monde, à l'instar de ce que Satan avait dit à Jésus-Christ, que non, voilà, si tu te prosternes devant moi, moi je vais te donner le monde. Alors Jésus lui a dit que je ne peux pas me prosterner devant n'importe qui, c'est seulement devant Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le processus pour que l'homme récupère sa place perdue dans le temps. Tout ce qu'il disait, c'était juste une façon de préparer l'homme noir à récupérer sa place perdue, puisque nous le savons très bien que l'homme noir a toujours été l'homme le plus puissant de la planète Terre. Les civilisations anciennes nous le disent, et il fallait maintenant récupérer cette première place que nous avons perdue il y avait des siècles. Quelles sont les valeurs que défend le kimbanguisme? Bon, là c'est très simple, c'est l'amour entre les humains, le respect des commandements, tout ce que Dieu veut que nous puissions les respecter et marcher dans sa ligne droite pour que cette relation puisse retourner et faire le travail, puisque l'homme a été appelé à maîtriser ou à cultiver la terre, donc à travailler pour qu'il puisse vivre dans des conditions qui sont les meilleures possibles. Sur les enfants qui sont enseignés en Mandombe, on le voit dans leur capacité qui se développe très tôt et de manière très précoce dans les domaines scientifiques, notamment la compréhension des mathématiques les plus abstraites. On pourra en parler un peu après ou à une autre occasion. Les enfants enseignants en Mandombe qui ont appris très tôt le Mandombe ont des facilités avec les mathématiques et non pas d'autres. Ils peuvent apprendre des concepts qui demandent des années d'apprentissage aux autres, des cycles complets d'études en quelques mois, quelques années. C'est une chose qui est aujourd'hui objectivement palpable. Donc c'est pas encore une fois une question de croire, c'est vraiment quelque chose que j'observe. Et dans ma perspective du Mandombe, c'est ce que je peux en tirer aujourd'hui. C'est vraiment un cadre scientifique particulier, spécifique, avec des applications concrètes. Et j'encourage nos autorités à s'intéresser à cette question, parce qu'il y a dans l'écriture Mandombe le potentiel de redresser le Congo. Redresser comment? En soignant un grand manque culturel, intellectuel aussi, mais aussi en donnant à nos enfants des bases pour rattraper et combler le retard, entre guillemets, scientifique et technologique que nous subissons actuellement, mais aussi dépasser les autres populations. C'est un point que j'aimerais développer une autre fois, une autre occasion, si l'occasion m'est donnée. Voilà. Les anthropologues définissent la coutume comme étant l'ensemble des solutions d'un groupement de personnes que les personnes donnent à des problèmes. Ces solutions peuvent être divines, humaines ou démoniaques. Kimbangu avait demandé aux Africains de retourner à leurs traditions et coutumes s'ils veulent se développer. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Pour les spécialistes de la cosmogonie africaine, ils nous ont démontré que grâce à leur préscience, les initiés Congo cernaient la capacité de la religion à apporter les valeurs scientifiques et technologiques nouvelles. Cette conviction leur était aussi enseignée par l'organisation des mystères, leur léguée par les anciens. Le Bukongo incluait 3 courants initiatiques. Le Kimpasi, qui est une académie divine ou l'école de formation des prophètes. Le Lemba était l'académie civile qui comprenait les écoles de commerce et de droit. Le Nkingimba était l'académie militaire.